Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, on espère que vous allez bien, on est heureux de vous retrouver ici. Oui. Ça fait un petit moment, là cette fin d'année était un peu speed pour tout le monde. Ouais, effectivement, ça c'est vrai. Du coup, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on va essayer d'en faire un petit peu plus, on va se structurer un peu mieux. Donc ça c'est la toute première vidéo de l'année, en plus des lives que l'on fait. Et du coup, pour ce début d'année, on va faire un petit récapitulatif de ce qui est sorti les 6 derniers mois de 2021. Puisque sur la chaîne, vous l'avez peut-être vu, il y a les 6 premiers mois de 2021, un top 10 des jeux qui sont sortis les 6 premiers mois. Ouais. Et puis du coup, les 6 derniers mois, il manque encore. Exactement. Puis il y avait quand même du lourd qui est sorti là. Ouais. Ouais. Alors j'avoue que globalement, j'ai été plus marqué par les jeux qui sont sortis les 6 premiers mois que les 6 derniers mois. Il y a quand même du lourd pour cette fin d'année, pour la fin d'année 2021, ça je dis pas. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu plus difficile parce qu'il y avait une attache émotionnelle moins grande il y avait une attache émotionnelle, oui, mais moins grande sur moins de jeux que les 6 premiers mois. Numéro 10. Numéro 10 plutôt. Tenez. Spicy. Alors, Spicy, c'est arrivé en boutique juste avant les vacances de Noël, donc c'était quoi, début juillet, je pense, mi-juillet. Je sais plus, je pourrais pas te dire. Mais je te l'ai fait découvrir un petit peu plus tard, toi. On y avait joué. On avait juste à côté en fait. C'est ça, on avait joué sur la terrasse, il faisait froid. Oui, il faisait froid, mais il était ultra cool ce jeu, et puis très beau. Ouais, Spicy, qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu de cartes, donc matériel assez minimaliste. J'ai mis les cartes, j'ai protégé les cartes parce que je trouve que en fait avec la dorure sur les bords des cartes, ça moche un petit peu rapidement. Ça se griffe. Ouais. Et du coup, Spicy, donc, comme je disais, c'est un jeu de cartes, mais un jeu de cartes de bluff dans lequel on va pouvoir mentir. Le but du jeu va être d'accumuler le plus de cartes possible. Et donc, une carte vaut 10 points de victoire, une carte vaut 1 point, et puis il y a certaines cartes qui nous permettent de gagner 10 points de victoire. On va avoir un certain nombre de cartes en main, et à notre tour, on va soit jouer une carte, soit piocher une carte. La particularité, c'est que les cartes, on les joue face cachée, et on va pouvoir mentir, en fait, sur la nature de la carte. Ouais, valeur ou ingrédient. Ouais, c'est ça. Ou on peut mentir sur tout, la oui, totale. C'est vrai, totalement. Donc en fait, les cartes, elles vont avoir 3 types. Ce sont des épices. Wasabi, poivre, piment. Ouais, c'est ça. Les valeurs vont de 1 à 10. Quand on pose une carte, on la pose face cachée et on va annoncer la carte que l'on pose. Par exemple, ici j'ai en main un 10 wasabi. Je la pose face cachée, je pourrais tout à fait annoncer 10 wasabi. Du coup là, j'ai pas menti. Mais je pourrais tout à fait annoncer un 9 wasabi. Et comme la carte est face cachée, les autres ne le savent pas. Une fois que j'ai posé la carte, les autres peuvent essayer de me dénoncer. Et s'ils me dénoncent, ils doivent m'accuser sur soit l'épice, soit la valeur. Soit la valeur, ouais. Si ils m'ont accusé à tort, à ce moment-là, je remporte toutes les cartes qui sont au centre de la table. Donc je gagne des points. Si ils m'ont accusé et qu'ils avaient raison, la personne qui m'a accusé récupère toutes les cartes. Et donc récupère des points. La personne qui n'a pas récupéré les cartes pioche deux cartes et les ajoute à sa main. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que dès qu'on finit notre main de cartes, déjà il faut annoncer qu'on joue notre dernière carte, et c'est à ce moment-là qu'on va gagner une carte qui nous donne 10 points de victoire. Le fameux truc qu'on oublie, et puis que moi j'oublie peut-être 3-4 fois à la suite. Donc moi il faut me ramasser des murs pour comprendre comment jouer généralement. Parce qu'évidemment puis... quand on oublie d'annoncer, on ramasse des cartes. Les autres vont bien sûr bien le montrer. Ah, t'as oublié de dire. Excellent jeu, vraiment. Et puis du coup, alors on peut pas non plus annoncer et poser les cartes n'importe comment. Quand on pose une carte, on doit annoncer une valeur supérieure à la valeur précédemment annoncée. Donc si par exemple je suis la première personne à annoncer un 1 wasabi, je suis obligé d'annoncer une valeur supérieure à 1. Et du coup, je dois également annoncer une épice du même type que l'épice précédemment annoncée. Donc 1 wasabi, je peux annoncer 3 wasabi. C'est ça. Si j'annonce autre chose, à ce moment-là, je n'ai pas respecté les règles, je dois donc récupérer ma carte et mon tour se termine. Enfin, si tu te fais pas griller, tu as le droit de dire ce que tu veux. Non, tu dois quand même annoncer quelque chose qui a été précédemment annoncé. Ah oui, bien sûr, ouais, voilà. Mais tu poses ce que tu veux. Tu poses ce que tu veux. C'est ça la grosse différence. Exact, c'est vrai. Et c'est là aussi où le cerveau peut nous faire des petites entourloupes, c'est qu'on veut dire quelque chose, puis on sait pertinemment que c'est pas ce qu'on pose. Donc en fait, on va dire ce qu'on pose. Et on se fait griller direct. Voilà. C'est ça. Donc voilà, non, Spicy, c'est vraiment très très chouette. Petit jeu d'ambiance, il se joue de 2 à 6. Clairement, ne le jouez pas à 2, le jouez minimum à 3.
Là, ils mettent 15 minutes à partir de 10 ans. Je pense que c'est assez. Ouais. 10 ans, je pense qu'il va manquer peut-être encore ce côté je mens et je mens dans le bon sens du terme, pas juste pour le fun, mais pour la stratégie. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. T'en as pensé quoi, toi, globalement? T'as eu beaucoup de plaisir à y jouer? Moi, j'ai eu il me vraiment semble, hein. beaucoup de plaisir à y jouer. Je trouvais ça très fun, le fait que tu vas essayer de trouver quand c'est que ton adversaire ment ou pas. Donc, on fait que de regarder les mimiques des autres quand ils vont commencer à balancer leurs cartes, etc. Donc, puis une bonne synergie, c'est rapide, c'est un truc qu'on peut sortir quand on est avec des amis autour d'une bière, etc. C'est assez, et le jeu est beau, quoi. Ouais. Et puis c'est assez universel globalement au niveau des règles. Enfin, c'est pas très complexe, quoi. Bah oui. Donc c'est vraiment bien. Ouais, très très bon jeu à conseiller. Du coup, Spicy, fortement recommandé. Tout à fait. Numéro 9. 4-3. Ouais. Alors là, on est sur un jeu bien abstrait. Ah, franchement, surprenant. Hein. Ouais. Punaise, moi j'avais dit ça. C'est quoi ce truc? C'est édité chez Helvétique, un éditeur suisse. Et voilà le matériel du jeu. Génial, regardez-moi ça. Et avec ça, on va être sur un jeu de stratégie, de programmation et un petit peu d'élimination. Mais c'est clairement de la stratégie. Hein. Ouais. On va en fait devoir tous ensemble construire le K3, la montagne réputée la plus dangereuse du monde à gravir. Au préalable, on va recevoir en fait des jetons de certaines couleurs. Et on va construire une première montagne devant nous. On va la construire de telle sorte à ce qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on va la déconstruire. Puisque c'est ça le truc. On va la déconstruire de haut en bas et on la construit de bas en haut. Donc les pièces que l'on utilise au début pour construire, eh ben on sait que ce sont les dernières pièces que l'on va utiliser. Première chose que l'on fait, on doit construire par rapport aux pièces que l'on a reçues notre montagne. Il y a 2 pions particuliers. Un pion de couleur neutre, donc couleur bois, et un pion de couleur blanche. On va également les ajouter à notre construction. Du moment que l'on utilise un pion de couleur neutre, il sera considéré comme étant de n'importe quelle couleur. Un pion blanc, on l'utilise, on le défausse et on peut passer notre tour. Ouais, c'est ultra important ça. On est vraiment sur un jeu aussi de timing au final. Oui. À quel moment est-ce que je prends cette pièce pour embêter les autres, pour essayer d'éviter mon élimination? À quel moment est-ce que je passe mon tour, même si j'ai encore beaucoup de pièces, c'est parfois intéressant de passer son tour pour que les autres nous débloquent d'autres possibilités en posant des nouvelles couleurs, puisque quand on construit la montagne en commun, la règle principale, c'est qu'on doit toujours poser une pièce sur une pièce de même couleur. On doit toujours poser les pièces de telle sorte à ce qu'elles soient toujours décalées les unes par rapport aux autres. En fait, elle est toujours posée sur 2 pièces. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Une pièce doit toujours se recouvrir 2 pièces. Et puis, une des 2 pièces doit être de la même couleur. Il faudra faire attention à une chose, c'est que si on pose une pièce sur 2 couleurs identiques, l'adversaire qui est venu, qui joue avant nous, nous pique une pièce disponible. Et ça lui donnera plus de possibilités. Clairement. Et donc quand il nous pique ce genre de pièces, ça pique un peu. Ça pique, c'est horrible. C'est horrible. D'où l'importance de regarder au tout début de la partie. Vraiment là, il y a presque un côté un peu speed, parce que le premier joueur sera celui qui aura construit en premier la pyramide, je crois. Ouais, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est un truc comme ça. C'est fort probable. Du coup, on va quand même regarder ce que l'autre va faire, parce qu'on va essayer de trouver les bons niveaux pour pas se faire avoir, puis pas se faire voler non plus une pièce qui est importante. Donc celle-là, je la mets en bas ou je la mets tout en haut? Est-ce que je vais la jouer tout de suite ou pas? Après, c'est vrai que ce genre de pièces, c'est souvent bien de les mettre un peu plus loin, parce que plus on avance, moins il y a de couleurs différentes, et donc plus c'est chaud de faire quelque chose. Par exemple, t'as pas le droit de le faire. Non. Mais je le fais quand même. Cool fun. Donc voilà, et du coup, à notre tour de jeu, si on ne peut pas jouer, on est immédiatement éliminé. La dernière personne encore en lice gagne la partie. Ouais, tout à fait. C'est très rapide comme jeu. Ouais, ça se pas joue beaucoup de temps. en 15 minutes. Mais c'est presque plus long en fait de construire sa pyramide que... Non, quand même pas, mais... Surtout qu'on l'a construit, bien sûr, après elle tombe. Voilà, c'est sympa. Ça sent le vécu, ça. Oui, ça sent le vécu, oui. Très sympa. Donc voilà, vraiment un petit jeu qui visuellement est plus qu'abstrait. Ouais. Mais alors au niveau des mécaniques et du plaisir de jeu, très sympa. Ça se pose là. Ouais, clairement, ouais. Très, 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 très bon, très stratégique, moi je trouve. Ouais. Et en même temps, très accessible. Ah oui, c'est accessible, tout à fait. Parce que alors ça, c'est le livret de règles, mais il est en plein de langues. Donc, et puis, ça se joue de 2 à 4
Je l'ai joué que à 2. J'ai vu Pareil. des gens qui jouaient à 3, qui ont beaucoup aimé à 3 aussi. Mhm. Donc je pense que toutes les configurations sont assez sympas. Peuvent fonctionner. Moi, j'ai joué qu'à 2 aussi. Il y a un mode coopératif également. Pas encore essayé. Ça, j'ai pas essayé non plus, mais justement, les personnes, elles ont Ils le joué faisaient. à 3 en coopératif Ok. et en compétitif. Ça fonctionne. Ouais. Ok, voilà. Après, le compétitif, c'est mieux parce qu'on peut vraiment embêter les autres. Oui, Donc voilà, c'était K3. très très bon jeu. Numéro 8. Baruna. Alors celui-ci, par contre, tu l'as pas encore testé, toi. Non, puis même Demeter, celui qui était juste avant, j'ai jamais encore joué. Du coup, Varuna, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à cocher. Il y en a eu beaucoup cette année, des jeux à cocher. Ouais, D'ailleurs, c'est pas le seul de cette sélection. Varuna, donc c'est la suite de Demeter. Ça va un petit peu plus loin en termes de mécanique que Demeter. Enfin, surtout au niveau de la prise de risque. On va donc être sur Varuna. Et Varuna est une planète, une lune en fait, qui est principalement composée d'eau. Et sur ce corps céleste, on va aller découvrir des espèces de dinosaures sous-marines. Je vous montre la boîte un peu plus près parce que je la trouve très très belle, hein. Vraiment. Elle est vraiment magnifique. Ouais, le côté polygonal comme ça. C'est excellent, puis ces couleurs Mais très très belles. disons que ça reprend, c'est le même univers que Ganymède, qui est sorti il y a quelques années déjà. Mhm. Et puis du coup, effectivement que Demeter. D'ailleurs, Varuna Demeter 2. Ouais, bah ouais. On va prendre notre sous-marin et puis on va partir à l'exploration des fonds marins. On va pour ce faire utiliser des cartes. Ces cartes vont nous servir d'action. On va en avoir un certain nombre, je crois que si je ne me trompe pas, on fait 13 manches. Donc 13 actions au total. On va avoir ces cartes disposées comme ceci. Et à chaque début de tour, on révèle une carte de chaque tas. Sur ces cartes, on va avoir plusieurs informations. En haut, on aura l'action que l'on effectue. Et en bas, l'action bonus que l'on effectue. Si, imaginons, je décide de prendre cette carte. Ici, je vais avoir le choix entre 2 actions, plus ensuite faire l'action bonus. Sur ces actions, par exemple, je vais pouvoir donc tracer les traits depuis le premier endroit que j'ai déjà coché, puisqu'en début de partie, on commence à un des 3 endroits ici, et on va tracer un trait sur les lignes bleues pour aller à des nouveaux endroits. Donc, le sous-marin, on trace un trait. Si j'avais décidé de faire l'autre chose, j'aurais pu lancer une sonde pour pouvoir cocher des petites cases rouges qui sont à côté des cases espèces. Une fois que j'ai fait ceci, que j'ai fait mon action de base, je vais faire mon action bonus. Je vais donc cocher la première case de gauche de l'action correspondante et je fais l'action de la case. Plus on fait des actions du même type, plus on les fait pendant la partie, plus ces actions seront puissantes. La première fois que je fais une action sous-marin, donc une action bleue, avec une carte bleue, donc l'action qui est en bas. La première fois, ça va me permettre de tracer un trait. Deuxième fois, 2 traits. Troisième fois, 3 traits et ainsi de suite. Ouais, c'est un jeu de combo en fait. Ouais. Littéralement. Sauf que on peut faire que 4 fois chaque action par partie. Ouais, ça c'est chaud. Ça. Donc, ok. quand est-ce qu'on les fait, quelle carte est-ce qu'on utilise et autres. On va pouvoir également, avec ces actions-là, découvrir des espèces, puisque là, on a 2 symboles de pattes, en fait. Et puis, chaque espèce va avoir un certain type de symbole de pattes. Par exemple, ce dinosaure-là, enfin, c'est pas vraiment un dinosaure, je crois que c'est un dimétrodon. Donc c'est Ce qui fait avec don, quoi. Ouais, un reptile volant. Du coup, cette créature-là va nécessiter un symbole de pattes bleues. Là, je n'en ai pas, malheureusement. Par contre, je pourrais colorier celui-ci, puisqu'il y a un symbole de pattes vert. On a également l'action celle-ci, donc avec la clé à molette, qui va nous permettre en fait d'améliorer notre sous-marin, puisque le sous-marin va petit à petit nous permettre de faire des actions bonus. Et puis surtout, on pourra essayer d'augmenter ses protections, puisque certaines cartes nous font des dégâts. Quand on choisit une carte avec des dégâts, on ne prend pas les dégâts de la carte, mais par contre on n'a pas d'action, on n'a que l'action bonus. Si on décide de prendre une autre carte, on prend tous les dégâts qui sont notés sur les cartes que l'on ne choisit pas. Ces dégâts, on les reporte ici. Si on a trop de dégâts, on est immédiatement éliminé. Ah ouais, d'accord. Ouais. D'où très punitif, du coup. D'où le côté prise de risque supplémentaire par rapport à Demeter. Ça, on ne le retrouvait pas. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Varuna. Ah ouais, c'est un bon côté challenge et puis stressant, du coup, parce que tu dis mince. Ouais. Les premières fois en fait, que tu vas jouer, tu vas dire... Enfin, les premiers tours, tu vas dire, ouais, c'est bon, je peux prendre quelques dégâts.
Pas trop en fait. En fait, ça va très vite. Ça va Et surtout, c'est crescendo. des points négatifs en fait Ah, aussi. bah ouais, à la fin de la partie, ok. Mais est-ce que dans le jeu, t'as pas le choix de prendre des dégâts au bout d'un moment? Je pense que de toute façon, tu dois en prendre. De toute manière. Ouais. Ok. À moins. Parce que parfois, tu vas voir, parce que tu auras même plusieurs cartes en fait, avec des dégâts qui seront sur Ouais, le choix. sur le Donc, board, ouais. si je prends ça et puis qu'ici il y avait 2 dégâts, ben, je suis obligé de prendre 2 dégâts. Poser les plans, ok. Par contre, en augmentant les boucliers, je peux absorber des dégâts. Ce qui peut être très intéressant en fait. Ouais. Ok. Donc, ce qui m'a beaucoup plu, ben, c'est vraiment ce côté combo. On coche une case pour avoir ça ensuite, ce bonus, machin, à gauche, à droite. Bon, je pense que du coup, tout le monde le sait maintenant que j'adore ce type de jeu. Hein. Ah bah oui, alors ça, on sait que t'aimes, hein, les trucs à cocher, niveau combotage, t'aimes bien. Bon, les jeux à combo en général, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Donc voilà, pour Varuna, je vous le conseille fortement. Et j'espère que ça t'a donné envie de jouer. Moi, ça m'a donné envie de jouer, clairement. Ouais. Numéro 7. Alors, les hauts fourneaux. Jeu à combo, je pense qu'on pourrait presque le mettre là-dedans aussi. Oui. Oui, clairement. Du coup, Léo Fourneau, c'est un jeu de gestion de ressources, mais aussi un peu d'enchères, Oui, mais non. surtout engine building. Mais très minimaliste. Très minimaliste, mais alors clairement on le sent. Hein. Ouais. Ouais, on le sent bien celui-là. Et du coup, comme la majorité des jeux d'engine building, il y a vraiment du combo à faire. Dans Léo Fourneau, on incarne un entrepreneur en pleine révolution industrielle. Si vous aimez un autre jeu qui s'appelle Brass, la thématique vous parlera beaucoup. Mais donc voilà, on est vraiment dans ce même style, complètement différent en termes de mécanique, mais la même thématique par contre. Oui, c'est ça. Le matériel est très minimaliste. On n'a que des cartes, des jetons qui vont nous permettre de faire des enchères et des ressources. C'est aussi simple que ça, vraiment. Hein. Ça prend pas forcément beaucoup de place sur le plateau Non. aussi. Il y a la boîte en fait est très grande par rapport au matériel qu'il y a dedans au final. Du coup, on va faire 4 manches. À chaque manche, on va passer en premier lieu par une phase d'enchère. Durant la phase d'enchère, chacun notre tour, en fait, on va prendre un de nos jetons et placer ce jeton sur une carte disponible. Je place le numéro 3 sur cette carte. La personne suivante va placer un jeton et ainsi de suite. On ne peut pas placer un jeton sur une carte où il y a déjà un de nos propres jetons. Bien sûr. Et la subtilité va en fait se dérouler à la fin de la phase d'enchère. Puisque dès qu'on a posé tous nos jetons, on va, en commençant par la première carte, résoudre chaque carte. Imaginons, on est comme ceci. Sur cette carte, j'ai la valeur la plus élevée. J'ai une valeur de 3, un adversaire avait mis une valeur de 2. J'ai la valeur la plus élevée, je remporte la carte. Par contre, mon adversaire ne repart pas sans rien. Mon adversaire va pouvoir gagner le bonus de cette carte, la contrepartie de cette carte, 2 fois. La contrepartie ici serait de dépenser un d'acier pour gagner un pétrole. Ouais. Et comme il a mis le 2, il peut le faire jusqu'à 2 fois. Là, il y a vraiment une lecture du jeu des autres, je trouve. C'est qu'on va se dire, bon, j'ai besoin de faire cette transaction. Là, par exemple, on gagnerait un charbon et un acier. J'ai vraiment besoin de ces ressources. Je me dis, je mets un 3. Peut-être que quelqu'un va mettre un 4 derrière et donc je vais pouvoir avoir la contrepartie. Ou pas. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et là, des fois, c'est le drame. Ouais, parce que je vais récupérer la carte. J'aurai pas les ressources en contrepartie, j'aurai cette carte et en fait je vais pas avoir les bonnes ressources par la suite pour activer cette carte. Bah du coup c'est un jeu de risque aussi. On Ouais. va un peu risquer, se dire ah allez je tente, j'espère que quelqu'un va venir par dessus. Ouais. Et puis des fois bah pas. Et puis bah tu l'as un peu dans l'os quoi, comme on pourrait dire. C'est ça. Une fois qu'on a récupéré toutes nos cartes, on va passer à la phase où on pourra activer nos différents bâtiments. Alors, bon, ça c'était un mauvais exemple parce que c'est une carte de départ. Mais... Ah oui ouais bon bah. Les cartes, on va pouvoir les activer et accomplir ce qui est noté en bas. Il y a toujours sur les cartes que l'on récupère deux lignes. La ligne du haut c'est le premier effet, la ligne du bas c'est l'effet que l'on retrouve sur l'autre carte. Puisqu'on peut améliorer en plus de ça nos cartes. Ouais, exactement. Du coup, là, je récupérerai à chaque fois que j'active cette carte, simplement 2 charbons. À chaque fois que j'active cette carte, je peux dépenser un pétrole pour gagner 4 livres sterling. Le but du jeu étant d'être la personne la plus riche à la fin. Il y a 2 modes de jeu. Un mode de jeu dans lequel on va pouvoir activer nos cartes dans n'importe quel ordre, et un mode de jeu où quand on place une carte, eh ben, ça va donner l'ordre dans lequel on doit les activer. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un peu l'évolution de It's a Wonderful World en termes de gestion de ressources et en termes de jouer très serré. On n'a que 4 manches comme dans It's a Wonderful World et ça m'a donné un peu ces sensations de quelles sont les ressources que je mets où, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'utilise à quel moment.
Disons qu'il faut vraiment être très. Il faut optimiser son jeu, mais à foison. Hein. Ouais, il faut être hyper rigoureux. Et puis vraiment, la moindre erreur peut pas ruiner ton jeu, mais Non, on peut n'est pas casser là, mais- quasiment un bon tour qui aurait pu potentiellement être plus intéressant. Ouais, et Vraiment. puis c'est ça, c'est dans quel ordre est-ce que j'active mes cartes enfin, quand on fait la première version, dans quel ordre est-ce que j'active tout ça comment est-ce que je le fais pour optimiser vraiment mon gain d'argent, puis en même temps cet argent, ben, souvent je vais le garder vu que c'est des points de victoire, donc je sais plus s'il y a des cartes qui me permettent de dépenser de l'argent pour avoir autre chose, mais il me semble pas. Je sais pas, mais en tout cas, on a au départ un personnage. Aussi oui, sinon On gagne un personnage au hasard, hein, Ouais. je crois bien. Et puis en fait, ce personnage va, entre guillemets, nous orienter vers une possible stratégie, quand même. Oui, c'est ça, en fait, ça va nous aider à faire des choses, ça va C'est nous ça. débloquer des trucs, et ça va créer une asymétrie entre les personnes. Et c'est Oui, ça tout que à j'ai- fait, ouais. Ça, c'est intéressant. C'est tout léger Ouais. en fait, mais ça permet vraiment Il y a des personnages que j'ai trouvé plus difficiles à jouer que d'autres quand même. En termes de... Sur les premières parties, quand on connaît pas bien le jeu, il y a des personnages qui sont plus faciles à prendre en main. Oui, alors c'est ça, c'est que moi, j'ai fait qu'une partie, hein, du coup. On en a fait qu'une ou bien deux à la suite. Je crois qu'ensemble on en avait fait une, ouais. On avait fait une, hein, c'est ça. Moi, j'avais un personnage qui me permettait de parier plus que les autres. J'avais un palais supplémentaire. Ouais, c'est juste, Donc un moi, numéro 2 de Deux plus. en hein. plus, ouais. Et puis du coup, ben, c'est-à-dire que moi, mon gameplay allait se jouer sur les paris. Et c'est là que je devais gérer un peu mon truc. Mhm. Et il y en a d'autres, ils gagnaient beaucoup d'argent Mhm. dès le début de la partie. Ouais, et puis le personnage que j'avais justement à cette partie-là me permettait en fait de pouvoir réactiver une carte que j'avais déjà activée. Ah, ça, c'est fort. Hein. Et, ouais. Mais t'as intérêt à bien choisir laquelle tu veux réactiver aussi. Ouais. Et à quel moment précisément dans ton, Voilà. dans ton combotage de... Ouais. Voilà, donc c'est... Et il y a vraiment des façons aussi de comment on va évoluer notre carte. Bon, bah, c'est là pas. C'est là non plus. C'est là non plus. Punaise. C'est là. Ah, bah voilà, c'est bon. Puis, parce que je crois qu'il faut payer avec une Un ressource bien spécifique. Ouais, un engrenage, qui est une ressource assez rare. Voilà, ouais, en plus de ça. On la gagne une fois par tour avec notre bâtiment de départ, mais les engrenages sont utilisés pour plusieurs choses, notamment l'upgrade, enfin l'amélioration de cartes. De cartes, ouais, c'est ça. Mais on peut aussi les utiliser pour faire des échanges de ressources et des choses comme ça. Donc il faut toujours bien réfléchir à l'utilisation d'un engrenage. Et puis c'est vrai que ne pas améliorer une carte pendant un tour, c'est punitif en fait. Il faut presque le faire à chaque manche. Bah, c'est dur alors, du coup. Ouais. C'est très dur alors de le faire. Hein. Après, je vous montre vite un peu les images parce que je trouve que les illus sont très jolis. Hein. Les Le jeu illustrations est sont très, très, très c'est- beaux. comme tu as dit, c'est minimaliste, mais c'est très beau, quoi. Vraiment. Hein. Et puis, upgrade, en fait, c'est la même image quasiment. Ouais, non, il y a de la fumée en plus ici. Mais voilà. Du coup, Léo Fourneau, un jeu de Ivan Lachine, édité chez la boîte de jeux. Je pense qu'il va mettre 14 ans et plus. Ça se joue de Ouais. 2 à 4. Ne le jouez pas à 2. Je l'ai essayé à 2. En fait, on va lancer un dé pour savoir où Ah, on va le mettre les jetons d'un troisième joueur. Ok. Ouais, Pas bon, d'intérêt. ouais. Non, pas d'intérêt du coup. Ouais. Ok. Ça me met trop d'aléatoire dans un jeu où on essaie de Bah, lire le pas, jeu. en fait, ouais. Ouais. C'est ça. Lire le jeu des autres et c'est un Mm. peu dommage. Ouais. Donc voilà. Numéro 6, il s'agit de Galaxy Trucker. Galaxy Trucker, c'est un vieux jeu de Vladak Chvátil, ou je sais pas comment tu Je le prononces, sentais. Hein. l'auteur de Codenames et l'auteur de Mage Knight. Non, mais lui, il est insane, ce gars. Franchement, c'est dingue. En termes de jeux C'est incroyable. opposés, on peut pas faire plus. Est-ce qu'il a je fait pense. The Mind? Non. Non, ah bon, ça aurait pu être drôle. Hein. Non. L'auteur de The Mind n'est pas aussi éclectique que ça. Ouais, alors franchement. Mais il a quand même fait les tavernes de la vallée profonde. Ah tiens, ah bah oui. Voilà. Alors. Du coup, Galaxy Trucker, c'est un vieux jeu qui date d'à peu près il y a 15 ans, je pense. J'ai pas la date exacte en tête parce que il y a 15 ans, j'étais encore à fond sur des dungeon crawlers, à pas vouloir faire des jeux de ce type, par exemple. Et ça fait un moment qu'il n'est plus du tout en boutique. C'était un visuel vraiment très moche. Et là, c'est juste pas terrible. Mais au moins, il y a un parti pris visuel. C'est un jeu qui se veut comique visuellement. C'est comique. Je pense que c'est réussi. Ok. Oui, exactement. Après, on apprécie, on n'apprécie pas. Voilà. Du coup, Galaxy Trucker, qu'est-ce que c'est? On incarne un routier galactique. Un routier galactique. Tu déconnes ou bien? Je te jure. Non, t'es sérieux? Ouais. C'est un... Ouais, ok, d'accord. Parce que C'est très étrange. Steve ne le connaît pas. Non, je connais pas, justement, ça me fait rire. En tant que routier galactique, on est engagé par une entreprise qui a décidé de faire un maximum de profit
Et du coup, elle nous demande carrément de construire notre propre vaisseau, puisque elle considère que prêter des vaisseaux à des routiers, ça coûte trop cher. Donc, elle va en fait louer les routiers avec leur propre vaisseau pour partir à l'aventure. Si les routiers s'en sortent, tant mieux. S'ils ne s'en sortent pas, Bon, tant pis. c'est le level up du capitalisme à mon avis. Hein. Du coup, dans Galaxy Trucker, une partie va se dérouler en 3 manches. Chaque manche est divisée en 2 parties. La première partie, premier round, ou je ne sais pas comment appeler ça exactement, va être en fait la construction de notre vaisseau. La deuxième partie, on va construire un vaisseau plus grand. La troisième partie que l'on va effectuer, ou la troisième manche, on va construire un vaisseau encore plus grand. Ok. Pour construire notre vaisseau, on va en fait lancer un timer. Pouf, on va prendre des tuiles. Alors normalement on commence avec une tuile là au milieu, mais j'ai oublié de la chercher. On va prendre une tuile, on la regarde, si elle nous plaît, on la place dans le vaisseau, si elle ne nous plaît pas, on la remet face visible. Et comme ceci, en fait, on va construire notre vaisseau. Quand on construit notre vaisseau, il va falloir respecter les connectiques. Il y a 3 types de connectiques. Connectique unique, connectique double, connectique universelle. Du coup, une connectique double va avec une double, une simple avec une simple, une universelle avec... Une universelle, mais il faut être plombier du coup. Bien. Bah non, universelle, ça va avec tout. Bah oui. Il faut être plombier, hein, les gars. C'est ça. Et comme ceci, on va construire notre vaisseau petit à petit. Et il y a plein de modules différents qu'on doit mettre dans notre vaisseau. En plus de ça, parallèlement, il y a un timer, un sablier. Et ce sablier, eh ben, il va se retourner plusieurs fois avant que ce soit la fin et qu'on soit obligé d'aller à l'aventure avec le vaisseau Oh là là là. plus ou moins bien construit. C'est vraiment le côté fun du jeu, c'est qu'on construit notre vaisseau, on est stressé, on fait n'importe quoi, et après, on va tirer des cartes événements. Ces cartes événements, parfois, vont être bien, puisqu'on va avoir des planètes qu'on pourra visiter pour récupérer de la marchandise, qui nous permettra de gagner de l'argent. La personne ayant le plus d'argent de crédit en fin de partie gagne. Il y aura également des cartes où des astéroïdes vont nous tomber dessus. Ah bien. Et donc détruire notre vaisseau potentiellement si on ne peut pas se défendre ou si on ne peut pas péter les astéroïdes. Parfois, il y aura aussi des vaisseaux abandonnés qu'on va pouvoir aller visiter, mais par contre... Ah non, ça c'est un contrebandier, c'est un vaisseau qui nous attaque. Ah oui, ouais, bien sûr. Puis des stations donc, qui sont abandonnées où il va falloir perdre des membres d'équipage pour pouvoir y aller et puis gagner de la marchandise par exemple, ou de l'argent parfois. Je suis déjà hypé, hein. Ça a l'air vraiment pas mal comme jeu. Hein. Et puis bien évidemment, il y a des pirates galactiques qui vont nous attaquer et aussi détruire notre vaisseau. Donc dans l'espace, on ne vous veut pas du bien. Ah bah non, alors là, clairement, hein, n'allez pas dans l'espace. Non, c'est... Elon Musk, hein, calme-toi, on va pas aller tout de suite là-bas. En plus de ça, notre vaisseau, comme si c'était pas assez difficile de le construire, on va essayer de le construire aussi en ayant un minimum de connectiques qui ne débouchent sur rien, puisque chaque connectique qui débouche sur rien, c'est des malus. Donc tu dois faire un circuit fermé en fait. Idéalement, ouais. Oh la vache. Et bien sûr, dans la forme du vaisseau. Ouais, bien sûr. Oh là 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 là. On le construit et il y a plein de modules, comme je disais, différents. On aura des boucliers, c'est-à-dire que quand on a une météorite, si je ne me trompe pas, on peut se protéger des petites météorites, ou alors une petite attaque de pirates galactiques, on peut utiliser une énergie pour activer le bouclier. Ces énergies, on les trouve sur d'autres modules qui prennent de la place. Ces modules peuvent accueillir 2 voire 3 énergies. Les 3 énergies sont très rares. On aura également des modules comme ceci où on va pouvoir placer nos marchandises, puisque bien évidemment, pour placer nos marchandises, il faut de la place. Ok. Sauf qu'il y a des marchandises, les rouges, qui sont dangereuses. Et donc on peut les mettre que dans des tuiles spécifiques qui sont rouges, pas celles-là du coup. On aura également des propulseurs, les propulseurs simples qui s'activent automatiquement pour avancer, les propulseurs doubles qui vont demander de l'énergie de nouveau. Il y aura des blasters, les blasters simples qui s'activent automatiquement pour pouvoir contrer quand on nous attaque ou bien détruire des astéroïdes. Et il y en aura des doubles. Les doubles, on les active de nouveau avec de l'énergie. Oh là là là. On aura des modules pour accueillir des membres d'équipage, puisque quand on a suffisamment de membres d'équipage, on peut aller visiter des stations abandonnées et ainsi de suite. Sauf qu'évidemment, ça prend de nouveau de la place. Et on aura également des modules pour les aliens. Les modules pour les aliens vont nous permettre d'accueillir un type d'aliens parmi les 2 qui sont considérés comme des membres d'équipage également. Ces aliens nous permettront d'avoir des bonus, des pouvoirs spécifiques. Un des 2 aliens est plus sur l'attaque, on considère qu'on a plus 1 d'attaque lorsque on utilise nos blasters, l'autre on considère qu'on a plus 1 de moteur quand on utilise nos moteurs. Du coup, il y a plein d'éléments. Les vaisseaux sont beaucoup trop petits pour tout contenir, il faut faire des choix, on est stressé, c'est fun. Ouais, ça a l'air excellent. Hein.
Surtout, il faut aussi penser, il faut vraiment construire son vaisseau de façon optimale, puisque si tout d'un coup, on a un bout de vaisseau qui se fait toucher, eh ben il part. Sauf que tout ce qui était accroché à lui, si c'était le seul truc qui est accroché au reste du vaisseau, ça part aussi. Oh là 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 là, mais c'est punitif. Ah ouais. C'est à souhait, mais les Alors. gars, quoi. Je préviens d'une chose, c'est un jeu qui peut être frustrant les premières fois qu'on joue parce qu'on se fait poutrer la figure. Je veux dire, on n'optimise pas bien son vaisseau, il faut de la persévérance, il faut y jouer, rejouer, encore Ok, et encore. Il faut prendre ceci à la légère, on est sur un jeu fun, rapide, pas un peu de stratégie sur la construction, mais on est tellement stressé qu'on n'y arrive pas. Et en plus de ça, il y a un plaisir fou à voir des vaisseaux des autres se faire péter la gueule. Alors ouais, bon ça. Mais après, quand c'est les nôtres, c'est un peu moins drôle. Du coup, tu dis rapidité du jeu, on est à 30 minutes comme ils disent dans la boîte. Alors, il faut savoir que normalement, le jeu de base en fait, prévoit de faire 1, 2 et 3 parties. Ok. Donc on est un peu plus. Si on fait, on peut aussi faire un module tout seul. Du coup, la partie va durer 20 à 30 minutes là, effectivement. Mhm. J'ai pas du tout essayé la version précédente, donc je sais pas ce qui va changer entre les deux versions. J'ai joué que à celle-ci, mais ça m'a beaucoup plu. Et je suis content d'avoir pu le découvrir avec cette réédition parce que je pense vraiment que c'est un excellent jeu et puis qu'il risque de sortir relativement souvent. Moi, en tout cas, moi, ça m'a aussi hypé comme l'autre, mais même plus que l'autre, à mon avis. Vraiment, ce côté puzzle game qui n'est pas forcément mon fort, hein. Ouais. Mais là, ça a l'air intéressant parce que tu upgrades en fait ton vaisseau Ouais, comme tu le souhaites. C'est ça, exactement. Et en fait, ton vaisseau sera jamais le même à chaque partie. Exactement. Il sera tout le temps différent. Il y aura de toute façon des faiblesses et puis évidemment, Voilà. tu te dis, bon bah, tu faudra mettre des faiblesses à des endroits, puis tu te dis, bon bah, je vais quand même pas recevoir une attaque pile à cet endroit qui est un peu faible. Et évidemment, oui. Ah bah oui, bah c'est ça, ouais. Ok, Voilà. ouais. D'accord. Donc Galaxy Trucker, on vous le recommande chaudement, ça se joue de 2 à 4 à partir de 8 ans. Et bah, du coup, environ 30 minutes si vous faites que un module. C'est Galaxy Trucker. Merci. Numéro 5. Anno 1800. Le nouveau jeu de Martin Wallace dans l'univers de Anno, le jeu vidéo. C'est ça. J'aime beaucoup Martin Wallace, notamment pour son Brass Birmingham et Brass Lancashire, qui sont parmi mes jeux. C'est ton sommet, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux qualitativement que du Brass Birmingham, je pense. Mais t'es pas très objectif, hein. Tu Non. parles avec le cœur, là. Ouais, un On peu. est d'accord. Hein. Du coup, Anno 1800, ouais, bah, cinquième quand même de. Je vous montre la boîte, c'est très jolie, hein, la boîte. Hein. Ouais, très très joli. Une sortie du jeu vidéo. Du coup, ouais, bah, cinquième des meilleurs jeux de ces 6 derniers mois. J'ai fait qu'une partie, peut-être que si j'avais fait plus, il serait plus haut, plus bas, mais avec une seule partie dans les pattes, ça m'a clairement plu. Mais j'ai pas réussi à le mettre plus haut parce que les autres jeux qui viennent après, j'y ai plus joué. Et du coup, j'ai un peu mieux pu ressentir où il pouvait aller vraiment. Mais clairement, en 5e position, je pense que c'est déjà pas mal et je ressens le potentiel de ce jeu. On est sur un jeu vraiment purement de gestion de ressources, un petit peu de pose d'ouvrier, avec du combo, parce qu'on va récolter des ressources qui vont nous permettre de faire ceci, pour prendre des nouvelles tuiles, pour les mettre dans notre ville, pour pouvoir avoir des nouvelles ressources, pour ensuite aller acheter ça, pour pouvoir ensuite jouer des cartes personnages qui nous donneront des bonus. Voilà. Vous sentez le côté combo, et de nouveau, hein, on en ressort, hein, tout ce qui est sorti, il aime bien tout ça, notre cher Loïc. Hein. Très clairement. Très très clairement. C'est un jeu qui, au final, n'est pas si complexe que ça une fois qu'on est passé les règles. Les règles, il y en a beaucoup, mais elles sont presque instinctives, une fois qu'on a vraiment le jeu en tête. À son tour de jeu, en fait, on va faire une action parmi 9 disponibles. Oh là là, incroyable. Tu le suspense jusqu'à que tu dises ça, quoi. Ouais, hein. Parmi 9. À son tour de jeu, on fait une action parmi 9 disponibles. Il y a une 10e action qui est gratuite, qui en fait simplement activer un objectif parmi les cartes objectifs qui sont là. Pas toutes les cartes peuvent être activées, certaines oui, qui nous donneront des bonus. Les actions vont globalement nous permettre d'acheter des nouvelles tuiles ici, pour pouvoir les mettre ici. On va pouvoir piocher des cartes, on va pouvoir échanger des cartes en fait plutôt. On va pouvoir partir en exploration pour par exemple agrandir notre ville, pour avoir des nouveaux emplacements, pour construire des nouveaux bâtiments. Mais tout ceci va en fait tourner autour d'un gros axe, c'est le placement de nos citoyens. Chaque cube correspond à un citoyen. La couleur correspond au type de citoyen, on a 5 types différents. Et pour activer
un bâtiment et produire la ressource mentionnée pour pouvoir faire l'action de notre tour, on va en fait prendre un citoyen et le placer dans un emplacement disponible. Ici par exemple, je ne sais pas si on verra bien, ce bâtiment, donc il y a 2 emplacements disponibles, je pourrais donc faire cette action 2 fois pour produire du blé 2 fois. Là, typiquement, on voit qu'il y a 2 endroits verts et sur toute la lignée où il peut mettre en fait des ouvriers. Tout le cœur du jeu va vraiment tourner là-dedans dans nos gestions en fait, de ressources, de production de ressources par rapport aux ouvriers que l'on a. Ces ouvriers, on va pouvoir les augmenter. Donc, par exemple, alors imaginons j'ai un rouge. Je pourrais en fait utiliser de la brique pour pouvoir upgrader un citoyen vert en citoyen bleu. Ok. Je pourrais upgrader un citoyen bleu en citoyen rouge en utilisant un rouge ici et un autre rouge là. Du coup, tac, tac. Ouh là là, niveau possibilité, incroyable. On peut faire plein de choses en fait. Oui. Oh là là. Okay. On va, comme je disais aussi, pouvoir partir à l'exploration. On va aussi, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout si on joue à plus que 2, c'est pouvoir utiliser ces jetons, ces petits jetons, pour aller utiliser en fait les ressources des autres. Des autres, ouais. C'est-à-dire que là on a plein de bâtiments qui produisent des ressources, mais ils sont limités à 2 exemplaires. C'est-à-dire que si on joue à 3, 4, il n'y a pas d'exemplaires pour tout le monde. C'est ça. Une course, ouais. Donc si par exemple, moi j'ai de la bière et que quelqu'un souhaite utiliser ma bière, eh ben, cette personne va devoir utiliser un jeton comme ceci, pourra m'acheter entre guillemets de la bière, et moi je vais gagner de l'or. Qui est un intérêt à la fin de la partie, l'or, ou même pendant. Et même pendant, ouais. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations, et comme j'ai fait qu'une partie, j'ai plus tout en tête, mais il y avait vraiment cette sensation de grosses interactions à ce niveau-là, parce qu'il y a une course en fait sur la construction des différents bâtiments, puisqu'évidemment, comme je disais, quand un bâtiment est terminé, les autres ne peuvent plus les construire. On va pouvoir aussi tout à fait, si d'un coup un bâtiment qu'on a construit ou bien qui est préconstruit ne nous plaît plus, on peut le remplacer. À ce moment-là, le bâtiment revient dans la réserve, il est de nouveau disponible. On a le droit de faire ça. Tout à fait. Okay. Et là, toujours qu'avec nos ouvriers que l'on pose à gauche, à droite et parfois qu'on pose à côté du plateau. Ces ouvriers, on va pouvoir les récupérer si on fait en fait une fête du village. Une fête du village, paf, on reprend tout et on les remet à leurs emplacements. Okay. La première chose qu'on remarque, c'est en fait que nos ouvriers, on a donc sur notre plateau de base des emplacements pour des ouvriers verts et des ouvriers rouges. Pourtant, on commence la partie avec des ouvriers bleus aussi, qui du coup, on ne sait pas trop où les mettre, donc on va se dire on va acheter des bâtiments qui demandent des ouvriers bleus, sauf qu'en fait, on remarquera par exemple que le bois demande des ouvriers verts, et on peut acheter ce bâtiment bois qui demande des ouvriers bleus. Mais on se dit, mais les verts, ils sont sûrement moins rares que les bleus, sauf qu'en fait, au fur et à mesure de la partie, on aura de moins en moins de fermiers et de plus en plus d'ouvriers, de bleus. Mais on va remarquer quand même que les verts, c'est quand même nécessaire de temps en temps, donc on va en garder un petit peu. Et parallèlement à ça, on a un côté vraiment aussi grosse gestion de main, puisque le but du jeu est, la fin de la partie se déclenche dès qu'une personne n'a plus de cartes en main. Ces cartes sont des cartes personnages qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on dépense les ressources associées. On les pose devant nous et là par exemple je vais pouvoir gagner donc 2 ouvriers bleus, en plus d'avoir 3 points de victoire pour la fin de partie. Petit à petit, on va pouvoir piocher d'autres cartes, donc refaire notre main, et on a l'impression notamment qu'on ne va jamais finir la partie parce qu'on fait que piocher les cartes. À chaque fois qu'on recrute en fait des ouvriers, on pioche une carte par rapport à l'ouvrier que l'on a recruté. Okay. Donc on refait notre main jusqu'au bout d'un moment, on va se dire maintenant il faut que je m'arrête. J'ai assez d'ouvriers, on a toujours besoin de plus d'ouvriers, mais si on a plus d'ouvriers, comme je disais, on a plus de cartes. Donc on se dit, on s'arrête, on arrête de faire des ouvriers, je fais avec ce que j'ai, et je vais essayer de sortir mes cartes, un maximum, pour pouvoir déclencher la fin de partie à un moment opportun, pour essayer aussi de bloquer un petit peu les autres. Donc en fait, c'est la fin de partie se choisit par le joueur. C'est ça. C'est pas aussi défini que les autres jeux, c'est pas aussi palpable que d'autres jeux. Okay. Là, c'est vraiment une question purement de timing. On va essayer de regarder à où en sont les autres dans leurs cartes. On va essayer de deviner est-ce qu'ils ont besoin encore de piocher des cartes, est-ce qu'ils vont encore piocher des cartes, est-ce qu'ils vont encore recruter des ouvriers, donc est-ce qu'on a encore un peu de temps, ou est-ce que là, maintenant, il faut qu'on sorte nos cartes, ou est-ce que nous, on a envie de les stresser un peu en sortant nos propres cartes. Ouais, exactement. Et c'est plein de petits détails comme ça qui font que le jeu est très très riche, mais il est pas... Ça a l'air d'être du costaud quand même. Oui, très clairement, mais comme je disais, une fois qu'on est dedans, on l'avait joué avec Vanille justement, on n'a jamais regardé
cette fiche. Ah, vous n'avez pas eu besoin? Non. C'était tellement clair qu'il n'y Ouais. avait pas besoin. Ok. Exactement. Donc c'était cool d'avoir une fiche de récapitulatif au mais cas où, pas parce bon. qu'il y a quand même 9 actions. Mais en fait, on a remarqué, c'est tellement clair, c'est tellement presque instinctif ce qu'on peut faire, que même pas utilisé. Pas besoin. Pas eu besoin, ok. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté on grandit, on fait des bâtiments de plus en plus puissants, on a des ressources, on a aussi des ressources qui sont des ressources exotiques qui nous permettent d'avoir d'autres types de bâtiments. Et puis il y a des bâtiments qui sont vraiment très très puissants ici, qui nous permettent de gagner vraiment beaucoup de points de victoire en posant des personnages qui demandent beaucoup de ressources. Donc, petite question. La fin de partie se déclenche dès que toute une personne n'a plus de cartes en main, si j'ai bien compris. Au début, on a des cartes qui vont potentiellement être faciles à mettre en place. Alors, en début de partie, en fait, si je ne me trompe pas, on commence peut-être avec 5 cartes comme ceci, qui sont assez faciles à jouer. Voilà. Et, il me semble, 2 cartes de niveau supérieur. Un peu plus dur. Il me semble. Mais voilà, on commence donc avec pas mal de cartes en main quand même, et on va clairement en avoir beaucoup plus. Quand on fait aussi des explorations de nouveaux mondes, donc pour avoir des ressources exotiques, on va piocher justement ce troisième type de carte qui demande des ressources assez particulières en général, et qui sont c'est des cartes assez puissantes aussi. Donc il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de stratégies à mettre en place, il y a pas mal d'interactions justement avec ce côté échange. C'est aussi un jeu un peu comme les hauts fourneaux qui fait travailler le cerveau. Ça casse la nénette. Ouais, ça a l'air. Mais vraiment très plaisant. Voilà. Et ben, quand tu veux alors. C'est Moi, bien. je suis vraiment motivé à essayer le jeu, clairement. Très bien. J'avais fait le jeu vidéo qui était très compliqué, très dur, et puis du coup, intéressant. Du coup, c'était Anno, donc c'est édité chez Yellow. C'est de 2 à 4. Il prévoit 2 heures de partie. Je pense qu'on est bien là autour. Ouais. À mon avis, bien à 120 minutes. Et ils mettent pas de date. Ils mettent pas d'âge, mais je pense que clairement 14 ans. Ça doit être dur quand même. Ok. Voilà. Numéro 4. 4, exactement. Voilà. Aeon's End Legacy. Alors, c'est ma boîte personnelle, c'est la version anglaise Kickstarter. Donc, je l'ai fini. Donc, il n'y a plus rien dedans parce que j'ai déjà tout trié. Et comme je n'ai plus de boîte en magasin parce que c'est en rupture de stock pour... Enfin, c'est en rupture, ça va revenir la semaine prochaine. Enfin, dans une semaine. Mais... il n'y aura pas grand-chose à vous montrer, à part les personnages que j'ai créés. Du coup, Aeon's End Legacy, c'est le Legacy de Aeon's End, que tu connais très très bien toi aussi, Aeon's End. J'aime beaucoup le jeu, oui. C'est de la grosse castagne, de grosses bébêtes. Ouais. Punitif aussi, très dur. Ouais, bien punitif. Ouais. On incarne un mage de la brèche chacun, et on va petit à petit acheter des nouvelles cartes pour les mettre dans notre paquet. Donc, deck building. Face à nous, on a une grosse némésis, une grosse créature qui va essayer de détruire notre ville Gravehold. Est-ce que là, est-ce qu'il y en a une némésis là? Ouais, on les voit pas très bien. Non, on a Maelstrom ici. Ouais, ok. Ça, je sais pas si on verra quelque chose. Hein. Maelstrom, c'est la toute première némésis en fait qu'on doit battre. Ah, voilà. Donc dans Aeon's End Legacy, en fait, l'histoire c'est que justement Maelstrom détruit Gravehold ou New Gravehold, je sais plus. Non, je crois que c'est New Gravehold. Et du coup, on essaie de protéger ceci, sauf que il va y avoir un peu des dissensions auprès des mages, parce que Brahma, qui est une mage de la brèche qui gère Gravehold, est très conservatrice. Face à elle, il va y avoir un autre mage un peu renégat qui veut essayer d'utiliser la puissance des brèches pour vaincre les Némésis. Donc Aeon's End, en fait, c'est plusieurs boîtes de jeux et c'est tout un univers qui se développe. Ouais. Et on suit dans le Legacy une partie de l'histoire de cet univers. Je ne vais pas rentrer en détail dans les mécaniques de jeu de Aeon's End parce qu'on en parle déjà dans ta vidéo à toi. Et puis on trouve beaucoup d'informations sur internet. Et donc le système Legacy, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est en fait un système de jeu où on va faire des parties de Aeon's End, sauf qu'il va y avoir derrière une trame narrative qui va se dérouler et on va devoir faire des choix. On aura des échecs, des réussites. Et justement, un des choix à faire, c'est l'évolution de notre personnage. En début de Legacy, notre personnage est complètement vierge comme ceci. Il n'y a rien du tout. Ouais, c'est ça. On choisit déjà si c'est un homme ou une femme. Et puis ensuite, petit à petit, en fait, on va coller des stickers pour développer notre mage. Okay. Parallèlement à ça, on va découvrir des nouvelles règles qui vont s'ajouter. On va coller des stickers donc dans le livret de règles également. Et donc, le jeu va évoluer petit à petit. On va altérer vraiment le jeu, puisque parfois, il faudra aussi écrire sur les cartes
et ainsi de suite. Clairement, si on a déjà fait Aeon Send au préalable et qu'on fait le Legacy après, les premières parties, on va se dire, mais les cartes qu'on a à disposition à l'achat, elles sont toutes pourries. Comment est-ce qu'on va réussir à vaincre? Ouais. Ah, ok, d'accord. Et puis petit à petit, on débloque des nouvelles cartes pour échanger donc, notre rivière de cartes, enfin notre marché de cartes pour avoir des cartes de plus en plus puissantes. Les Némésis, bien évidemment, deviennent aussi de plus en plus puissantes. Et il y a des Némésis purées, elles sont dures. Et en fait, avec Aeon Send Legacy, je l'ai fait avec Vanny, on a eu un déclic. Au bout d'un moment, on se faisait vraiment beaucoup poutrer, peut-être qu'on n'était pas très optimisé, on était peut-être un peu fatigué, et puis peut-être qu'on prenait ça un peu trop à la légère, on l'a laissé de côté pendant très longtemps, on est revenu dessus, et on s'est dit c'est bon, on s'y met, tac tac, et on a appris à maîtriser le jeu en fait. Ah, c'est vraiment un apprentissage du Legacy en fait. De Aeon Send, comment Okay. maîtriser Aeon Send, comment faire des combos, et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé le Legacy. Clairement, pour moi, c'est un Legacy qui est en dessous de Pandemic Legacy. Pour autant, parmi les jeux qui sont sortis, j'ai vraiment beaucoup aimé, déjà parce que j'adore Aeon Send et parce qu'on est dans l'histoire et on fait évoluer nos mages, on apprend vraiment à maîtriser le jeu. Donc voilà, je vous conseille très fortement de découvrir le Legacy si vous aimez Aeon Send. Si vous ne connaissez pas Aeon Send, n'hésitez pas à vous renseigner dessus parce que c'est une pure pépite. Si vous aimez le deck building et puis vraiment un vrai côté challenge quand on joue à un jeu de société, alors là vous êtes vraiment dedans. Et les jeux coopératifs également. Oui, clairement, tout à fait. Vraiment très bien. Voilà, et puis si vous aimez Aeon Send, c'est typiquement le bon truc pour rentrer encore plus dans l'univers, pour en apprendre plus sur les personnages, sur les interactions des personnages, sur les Némésis et ainsi de suite. Et j'ai trouvé que c'était assez fascinant quand même. Donc on est vraiment, qu'on soit bien d'accord, on est vraiment sur un jeu Aeon Send standard, mais sauf qu'il est vraiment évolutif. Exactement. Voilà. Une fois qu'on a terminé le Legacy, on ne peut plus le refaire. Par contre, les éléments de jeu que l'on a débloqués sont utilisables comme une boîte de base. Ah ouais, c'est cool. Donc c'est combinable avec les autres boîtes de base et on peut tout à fait rejouer les Némésis que l'on a déjà vaincus ici pour les refaire avec l'image que l'on a créée. Pour l'instant, en français, donc, il y a eu les deux boîtes de base. Donc, toi, tu as la deuxième, Guerre éternelle. Il y a eu Aeon Send, la boîte de base qui existe. Il y a le Legacy qui fait office de boîte de base une fois qu'on a fini le Legacy. Donc, ça fait déjà 3 boîtes de base. Avec ça, il y a déjà des heures et des heures de jeu, des synergies à faire complètement. Et tu as des toutes petites extensions. Il y a aussi des toutes petites extensions. Il y a toujours 2 petites extensions par boîte de base, à l'exception du Legacy qui n'a pas d'extension pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont faire une. Je sais que dans le Kickstarter, il y en avait une, mais je ne sais pas si ça va être traduit en français, ça par contre. Espérons, vu que ça a bien fonctionné. Donc voilà pour Aeon Send Legacy. De toute façon, une série que je conseille fortement. Tout à fait. Merci. Numéro 3. Il s'agit de Welcome to the Moon. Welcome to Your Perfect Home, c'est un jeu que j'avais adoré. Ils ont sorti ensuite New Las Vegas qui était presque un peu trop complexe, ça va encore, mais il manquait ce côté fluide par rapport à Welcome to Your Perfect Home. Et ils ont sorti ensuite Welcome to the Moon, qui est en fait un jeu en campagne avec la mécanique de Welcome to. Première chose à savoir, c'est que dans Welcome to Your Perfect Home, on peut le faire en campagne ou bien en partie individuelle. Pour l'instant, avec Vanny, on fait en partie individuelle, puis on va se faire la campagne une fois qu'on maîtrisera un peu les différents plateaux. Parce que, contrairement aux autres Welcome to, il y a 8 plateaux différents. Ouais, ça c'est dingue. Donc 8 jeux en quelque sorte différents, avec la même mécanique, mais il y a toujours des spécificités, des manières différentes de réfléchir. C'est fou. Et rien qu'avec ça, si on aime la mécanique de Welcome to, il y a une excellente rejouabilité. Ici, on va être par exemple sur le tout premier plateau. On va devoir en fait faire décoller notre fusée, mais au préalable, il faut remplir cette fusée avec différentes ressources. Donc on va tirer des cartes et par rapport aux cartes que l'on tire, on va devoir remplir. Donc là, c'est vraiment comme Welcome to. On remplit de gauche à droite en termes de valeur, en valeur croissante, et on peut remplir uniquement si on utilise une carte de la bonne couleur. Par exemple, si j'utilise des cartes robots, je vais pouvoir remplir une case parmi les 2 cases des emplacements robots. Petit à petit, on va pouvoir cocher également donc, des fusées ici, et plus on aura coché de fusées, plus on gagnera de points. Celui-ci, il y a un petit côté un peu course qu'il va y avoir, parce que c'est la personne qui arrive à faire décoller sa fusée en premier qui déclenche la fin de partie. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, on gagne aussi beaucoup de points de victoire quand on fait décoller notre fusée. Donc, il y a un côté un peu stressant. Mais par contre, c'est le plus simple. Ensuite, le deuxième, on va en fait faire le cheminement de notre fusée.
Ah, c'est vachement thématique. Ouais. Ok. Là, c'est hyper cool pour ça. Ouais, franchement. Ils ont réussi avec une mécanique aussi simple et on pourrait dire presque limitée à faire quelque chose qui se renouvelle vraiment Ouais, c'est constamment. fou, ouais. Ici, on va devoir donc placer les chiffres d'ordre croissant de là à là, sauf que ceux qui savent, enfin, et si vous ne le savez pas, je le dis, il n'y a que des valeurs de 1 à 15. Et là, il y a clairement plus que 15 cases. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on va devoir segmenter. C'est-à-dire qu'on va cocher, enfin, on va mettre des petits... on va couper, en fait, à chaque fois le chemin. Et quand on coupe, on peut recommencer à partir de 1. Ah, d'accord, ok. En plus de ça, on va avoir des petits robots qui vont permettre d'acheminer des choses dans les stations spatiales qui sont entre la Terre et la Lune pour ensuite cocher des cases vertes pour gagner des points de victoire et ainsi de suite. Rien qu'avec ces deux plateaux, il y a un énorme renouvellement. Et je vous laisse imaginer par la suite. Il y a à chaque fois vraiment des réflexions à faire complètement différentes. On en a fait 6 sur 8, donc on n'a pas encore fini. Mais pour l'instant, il y a un plaisir mais monstrueux à y jouer et à découvrir sans arrêt des nouvelles règles. Et une fois qu'on aura fini, on n'a qu'une envie, c'est de faire... De recontinuer. de faire cette campagne quoi, pour avoir l'histoire qui va avec. Il n'y a plus de blocs. Avant, il n'y avait pas des blocs dans Welcome Normal, des blocs de papier. Exactement. Puis là, maintenant, ils ont fait des... Oui, des fiches effaçables, tout simplement parce que justement, on le joue en campagne et puis qu'on peut refaire plusieurs fois la même partie. Ça permettait aussi, parce que s'il faisait un bloc pour chaque fiche, ça ferait un paquet de feuilles comme ça. Tout à fait. Ouais. Donc, c'était plus simple en fait de faire des fiches effaçables recto verso. Du coup, c'est limité à 6 personnes. Et ils savent très bien qu'on ne sera jamais 100 à faire ce jeu. Voilà, à moins de s'amuser à faire un loto ou quelque chose comme ça. Je suis sûr que ça se fait. Hein. C'est très malin, c'est même mieux comme ça en fait. Ouais. Mais et puis il y a aussi un peu plus d'interaction dans celui-ci que dans Welcome to. Donc à jouer à plus que 6, les interactions, elles seront un peu violentes, je pense. Ouais, ça serait trop dur quoi. Ouais, parce que comme il y a ce côté course sur pas mal de trucs, sur pas mal de points, je me dis que la première personne à faire telle ou telle chose peut-être aurait trop d'avantages sur beaucoup d'autres personnes. Ouais, ok. Donc voilà, je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça, notamment rien qu'en termes de matériel. Là-dedans, donc, il y a plein de petites boîtes. Ces boîtes vont nous permettre en fait de séparer le matériel par rapport à ce qu'on aura besoin pendant la campagne. Il y a aussi un mode solo, la campagne est aussi en solo. Donc il y a tout qui est prévu. C'est vraiment excellent si on aime Welcome to. Donc la mécanique de base de Welcome to, en fait, ce sont des cartes comme ceci, qui sont recto verso. D'un côté, on a une action, de l'autre côté, on a un chiffre. On a toujours 3 paquets, qui sont normalement de taille égale. Là, j'ai fait une séparation aléatoire. Et on va donc, à chaque tour, retourner une carte. À ce niveau-là, c'est assez similaire de Varuna. Et puis, parmi les cartes que l'on a retournées, on va choisir une combinaison de chiffres et d'actions. Donc je peux faire 11 et cette action, 13 et cette action, ou 12 et cette action. Il existe plein d'actions différentes. Donc là, il y aura un agenda. Là, il y aura une action en rapport avec des plantes. Là, justement, c'est de l'énergie. Ici, c'est de l'eau. Et donc, toutes ces actions vont avoir en fait des impacts différents selon sur quel plateau on joue. Et on sait déjà potentiellement ce qui va arriver après. Exactement. La tournant, c'est dingue, ça, c'est vraiment pas mal. Puisque ici, en fait, on a l'action qui est de l'autre côté. Ah, ok, ouais. Par contre, bien évidemment, on ne connaît pas le chiffre qui viendra après. Et les chiffres sont panachés de manière différente. Les 7, ce sont les chiffres qui sont les plus courants. Et plus on tend vers le 15, plus on tend vers le 1, plus les chiffres sont rares. Ok. Donc, il y a aussi de la prise de risque. Si je vois un 13, je sais qu'il est rare, je vais essayer de le prendre. Sauf que selon les scénarios, parfois, c'est pas possible. Si je prends le scénario, celui-ci par exemple, on doit commencer obligatoirement par une des 2 cases au centre. Donc si j'ai un 13 dès le début, comme je dois aller d'ordre croissant et d'ordre décroissant dans ce sens-là, si je mets un 13 ici, j'ai beaucoup de cases. Et comme les chiffres font que jusqu'à 15 et pas plus, j'aurai plein de cases vides. Donc franchement, celui-ci était assez costaud. Le seul qu'on a un peu moins aimé, c'est celui-là, où il y a une déclaration de virus dans le complexe et on doit contenir les virus. Okay. Un peu plus chaotique, j'ai trouvé, mais les 5 autres qu'on a fait pour le moment sont absolument excellents. Même les plus simples, c'est un pur bonheur. Donc voilà. Très bien. Pour Welcome to the Moon. Numéro 2. Progel. Celui-là, tu l'as testé? Celui-là, je l'ai testé et j'ai joué plusieurs fois, ouais. Et t'as trouvé comment? Dis-moi tout. Avant de partir un peu plus dans les détails. Progel, alors j'ai trouvé que c'était déjà un jeu très satisfaisant.
parce qu'on va construire mettre nos cubes dans les endroits associés qui vont nous donner en fait une nouvelle possibilité en gagnant un nouveau cube. C'est ça. Du coup, il y a vraiment un côté très satisfaisant de réussir nos combos. Et surtout la dernière action, là, le coup de maître, quand tu fais tout, là, puis bam, tu réussis à en faire 3 à la suite. Là, on est quand même content qu'on a réussi à faire ça. Ouais, c'est clair. Mais, très satisfaisant, simple d'accès, mais quand même avec une bonne réflexion derrière. Du coup, toi, t'as vraiment beaucoup aimé. Hein. Moi, j'ai bien aimé, ouais, vraiment. Ouais. Ça me dérange pas du tout de rejouer à ce genre de jeu. Ouais, alors, comme tu dis, je suis assez d'accord. C'est un jeu de pure satisfaction. Ah ouais, c'est incroyable. On joue à ça, on pose nos petites tuiles à gauche, à droite sur nos différents puzzles et on apprécie le jeu. Et en même temps, on réfléchit bien parce que c'est très stratégique puisqu'on est sur un jeu d'optimisation. En début de partie, on commence avec ces 2 pièces-là uniquement et 0 puzzle devant nous. Par la suite, on va pouvoir en fait petit à petit gagner d'autres pièces, des pièces plus grandes, de niveau 3 par exemple, donc qui prennent 3 cases, voire même de niveau 4. Et donc il y a plein de formes différentes qui existent. À notre tour de jeu, rien de plus simple. On fait 3 actions parmi 5 disponibles. Ouais. Première action, donc imaginons j'ai ces 2 pièces donc en début de partie. Première action que je peux faire, parmi les 5 disponibles, je peux simplement prendre une nouvelle pièce de niveau 1 et la rajouter à ma réserve personnelle. Deuxième action que je peux faire, c'est remettre une pièce pour prendre une pièce de niveau supérieur. Action suivante, je peux prendre un puzzle. Il y a un certain nombre de puzzles qui sont disponibles à tout le monde. Je prends un puzzle, tac, et je le mets devant moi. Je peux avoir maximum 4 puzzles devant moi qui ne sont pas complétés. L'action suivante que je peux faire, c'est poser simplement une pièce dans un puzzle. Donc là, c'est une pièce de niveau 2, donc ça prend 2 cases dans le puzzle. Dernière action, c'est la seule action qu'on ne peut faire qu'une seule fois par tour. Ouais. Parmi les 3 actions qu'on peut faire dans notre tour, les autres actions, on peut les faire plusieurs fois. Cette action, c'est la seule qu'on peut faire qu'une seule fois. C'est le coup de maître. Le coup de maître nous permet de mettre, imaginons, j'ai ces 3 puzzles devant moi. Le coup de maître nous permet de mettre jusqu'à une pièce dans chacun de nos puzzles. Ouais. Je pourrais faire ça en une seule action. C'est ultra fort. Ouais. Il faut quasiment tout le temps le faire. Ouais. À part en début de partie où c'est un peu difficile d'en faire, au bout d'un moment, il faut faire un coup de maître pratiquement à chaque tour. Oui, c'est essentiel. Ouais. La chose qui est vraiment futée avec ce jeu, c'est cette sensation, comme tu disais, de faire des combos, de grandir petit à petit, puisque quand on complète un puzzle, imaginons que j'ai complété celui-ci, comme cela, je récupère déjà mes tuiles, je récupère un point de victoire pour la fin de partie, pour le décompte des points, mais surtout, je gagne une nouvelle pièce mentionnée à cet endroit-là. Et donc, là par exemple, je gagnerai une pièce de niveau 4. Donc, selon dans quel ordre est-ce qu'on va compléter nos puzzles et quels sont les puzzles qu'on va compléter, on va gagner de plus en plus de pièces. Et donc, on aura de plus en plus de possibilités. Et donc, les coups de maître deviendront de plus en plus intéressants. Intéressant à faire, ouais. Puisqu'avec un coup de maître, on pourrait placer peut-être 4 dans chacun de nos puzzles, si on a 4 puzzles devant nous, 4 pièces de niveau 4, donc ça compléterait nos puzzles beaucoup plus rapidement. Avec un coup de maître, on pourrait imaginer, effectivement, on a commencé à placer un peu nos pièces dans différents puzzles, avec un coup de maître, paf, comme tu disais avant, on remplit plusieurs puzzles en même temps. Donc on les met de côté, on a de nouveau de l'espace pour des nouveaux puzzles qui vont arriver, on gagne 3 nouvelles pièces, et c'est hyper satisfaisant. Et puis il y a aussi des puzzles plus compliqués à faire et des puzzles plus faciles à faire. Oui, exactement. Mais il y a un intérêt pour les points. Exactement. Pour ce qu'on gagne. Les puzzles plus simples, en général, vont avoir des tailles, nécessiteront moins de pièces pour être complétés, donneront moins de points, mais souvent des tuiles plus intéressantes. Les puzzles qui valent plus de points seront plus longs à compléter, mais donneront des pièces proportionnellement moins intéressantes. Donc, toujours jauger à quel moment est-ce que je prends un puzzle de faible valeur mais qui me donnera une très très bonne pièce. Et surtout, il y a une vraie réflexion sur pourquoi on va prendre des pièces noires ou non. Vu qu'il y a des pièces blanches, deux rivières, les puzzles blancs ou les puzzles noirs. Le puzzle noir, la fin de partie se déclenche dès que la dernière pièce noire va être piochée pour mettre sur le magasin. Là, c'est la fin de la partie. On finit le tour de table. On finit le tour, Et après, on fait un dernier tour. Donc c'est super important de savoir quand c'est que je vais aller chercher des pièces noires. Si au début de la partie, pendant 3 tours, je vais aller chercher 3 puzzles noirs, je sais que je vais enclencher la fin de la partie plus rapidement. Voilà, donc il y a un vrai intérêt de savoir, en sachant que bien sûr c'est ce qui donne le plus de points, et surtout des pièces très intéressantes.
Par contre, du coup, si on déclenche la fin de partie trop prématurément, peut-être qu'on n'arrivera pas à finir nos puzzles. Tout à fait. Mais ça peut biaiser l'autre. On voit que l'autre il s'est mal développé. Du coup, on se dit allez, je vais vite prendre des pièces noires. Comme ça, en fait, je vais lui casser son jeu en sachant que j'ai plus de points que lui. Ouais. On peut aussi le faire comme ça. Mais du coup, ouais, hyper accessible parce que concrètement, il y a presque toutes les règles qui ont été expliquées là. Hein. Oui. Donc quand même pas 5 minutes. Très stratégique quand même parce qu'il y a ce côté où on va réfléchir comment se développer. Un côté presque gestion de ressources entre guillemets. Si on veut, ouais. Ouais. En sachant qu'on les perd pas par contre. Ouais, on perd aucune ressource, on les garde vraiment. Et puis un côté Tetris qui peut plaire à une grande partie de la famille, quoi. Oui. C'est vraiment un jeu qui se rapproche beaucoup en termes de mécanique de jeux modernes, mais avec une thématique assez abstraite et donc accessible. Qui fait que c'est un jeu qui attire assez facilement les gens qui n'ont pas l'habitude du jeu de Tout société à fait, moderne. ouais. On en revient un peu à K3 qui est très abstrait mais qui peut très bien être joué par des gens qui ne connaissent pas le jeu de société. C'est ça. Parce que c'est vrai que souvent quand il y a une thématique, un visuel, ouais. Ça fait vite peur aux gens. Ils ont l'impression que c'est trop costaud et tout et tout. Bah, disons que ça clive tout de suite. Ça c'est sûr. Exactement. Et là, c'est plus accessible. Ouais. Et c'est pour toutes ces raisons, pour moi, c'est le deuxième meilleur jeu de ces 6 derniers mois. On peut clairement être un expert, on dit le mot expert, mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le jeu de société et autant apprécier ça qu'une personne qui connaît très peu de jeux de société. Il va autant apprécier qu'une personne qui connaît très très bien le jeu de société. Exactement. Voilà, et c'est ça qui est chouette. Et c'est le type de jeu, personnellement, on me propose de faire un projet, je suis là, oui, tout de suite. On y va direct, ouais. Parce que ça remplit toutes les cases de ce que j'aime. Ouais. Alors c'est pas aussi complexe que la majorité des jeux que j'aime, mais ça remplit beaucoup de cases. Et c'est universel. Et c'est rapide, une demi-heure la partie maximum. C'est rare un jeu où ça demande beaucoup de réflexion quand même, mais rapide. Ouais. Et se joue en plus très très bien de 2 à 4. Oui. Toutes les configurations sont bien, il n'y a pas beaucoup d'interactions, donc ça fait qu'à 2 il est vraiment bien aussi. Il joue très très bien. Donc voilà. On vous le recommande fortement. Tout à fait. Voilà. Numéro 1. Non, je plaisante. J'ai jamais joué. Hein. Non, Dune Imperium, voilà. C'est un peu... Je ne comprends pas ce jeu. Mais objectivement, il est bon, mais pas autant que le mur d'Adrien. Alors ça, c'est le fuego. Bon, on peut dire tout de suite de jeu à combo. Hein. Ah oui, littéralement. Oh là là là. Plus combo que ça, je pense que c'est difficile. Alors, pas beaucoup de matos, comme on voit. Ça, c'est le matos de jeu. Hein. 3 kilos. Par contre... Oh, punaise. Jeu à cocher également, donc c'est le 3e jeu à cocher. C'est le top 6, dans le top 10 des Roll & White. Ah, c'est vrai. Qu'on soit bien d'accord. Sur BGG. Non, mais je dis là, notre top à nous, il n'y a que des Roll & White quasiment. Ah, il y en a 3 sur 10, ouais. Beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Pourtant, c'est pas un style de jeu normalement que j'affectionne particulièrement, le jeu à cocher. Et pourtant... pourtant, là, t'as été servi. Voilà. Donc, le mur d'Adrien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu de gestion de ressources dans lequel on va devoir construire le mur d'Adrien, donc qui se trouve en Grande-Bretagne, quoique c'est plutôt en Écosse. De toute façon, c'est tout en haut. Hein. Ouais, même l'Écosse. Hein. Ouais, je crois, il me semble que c'est vraiment pas loin de... Soit ça fait la frontière... Ouais, exactement. Je sais plus si ça fait la frontière avec l'Écosse ou si c'est juste en dessous ou juste au-dessus de la frontière avec l'Écosse, mais c'est pas loin de l'Écosse. C'est très important de savoir ça dans le jeu, sinon on est foutu. Hein. Ouais, exactement. Très très important. On construit le mur d'Adrien pour empêcher l'invasion des Pictes, donc qui sont dans le nord de l'Écosse, enfin au nord du mur, tout simplement. On va avoir en fait 2 fiches. Ces 2 fiches vont séparer un petit peu les 2 aspects du jeu. Première fiche, la plus facile à comprendre, entre guillemets. Bah oui, c'est clairement la plus facile à comprendre en fait. Ouais, clairement. Pas entre guillemets. Non, l'autre c'est le bordel. Hein. Là, ça c'est facile. C'est donc la construction du mur qui va se passer en haut. Donc on va avoir la construction du mur ici. Ici on aura les sipis. Donc c'est des sipis, ce sont les petites piques en bois où les chevaux vont venir s'empaler, où les gens vont venir s'empaler dessus. Ce nom. Jusqu'à que je le voie, donc je ne connaissais pas. Moi non plus. Hein. Voilà. Mais très sympa, en tout cas très charmant pour empaler vos adversaires. Garde du mur, on va pouvoir augmenter donc la puissance des gardes et on pourra aussi aller miner
et puis collecter les ressources dans la forêt. Tout en haut, on aura nos cohortes, donc cohorte gauche, centre et droite. Ces cohortes vont nous permettre d'absorber les attaques pictes. On aura ensuite un petit peu de développement ici pour nous aider à la gestion de ressources, notamment grâce à la collecte de ressources ici. On aura aussi la possibilité d'avoir de plus en plus d'ouvriers, et ces ouvriers justement, comme ceci, là, ces petits bonhommes, on va les utiliser pour faire des actions. En gros, c'est vraiment un jeu simultané. Donc on est vraiment tous comme des débiles sur notre fiche à prendre à jeter une ressource, cocher un truc, reprendre une ressource parce qu'on a débloqué un truc, on la rejette, on coche un truc. Je pense que si on nous regarde de l'extérieur, on a l'air complètement teubé. Ah mais pendant 2 heures, on n'a pas levé les yeux du truc. Un tout petit peu, juste comme ça, un tout petit peu. Furtif, ok. Incroyable. Ah oui, on lance quelques briques sur son adversaire, c'est la seule interaction qui se passe. Ouais, de temps en temps. Alors, on les lance simplement parce qu'on est tellement dans notre truc qu'on n'a pas envie de lever la tête puis de donner une ressource, parce que parfois on doit en donner, on fait hop, tiens. Voilà. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on est tellement focus? Parce que sinon on oublie ce qu'on fait. Exactement. Tellement il y a de possibilités. C'est insane, vraiment. Ouais. Hein. Donc du coup, on dépense une ressource et en gros, on coche une case. Par exemple, si je veux cocher une case dans la garde du mur, je dépense un ouvrier, je sais plus comment, je pourrais pas te dire les noms. Les miliciens peut-être. On dépense un milicien, on coche la case. Dans la case, il y a un bonus qui nous permet justement d'augmenter notre cohorte. On coche une case d'une des 3 cohortes. Si tout d'un coup, là, il y avait déjà 2 cases cohortes cochées, et ben, grâce à ça, j'aurais coché la 3e case. Cette 3e case me permettrait de gagner de la discipline, un des 4, je ne sais plus comment ils les appellent, c'est des attributs. Des attributs. Ouais, il me semble que c'est des attributs. Ces attributs, en fait, c'est comme ça qu'on va majoritairement gagner des points de victoire. Parallèlement à ça, on va également, à chaque manche, il y a 6 manches, choisir une carte pour la mettre sous notre plateau personnel, et une autre carte qui va définir quelles sont les ressources. Non, c'est pas ça, je crois, c'est les autres. Non, c'est pas celle-là, ce sont les autres. Et une autre carte qui vont définir en fait les ressources bonus qu'on gagnera en début de manche. Du coup, ensuite il y a une deuxième fiche, et là c'est la fiche des citoyens. Développement donc de nos citoyens. On aura plusieurs pistes citoyens. Pour augmenter sur une piste citoyenne, il faudra dépenser un citoyen jaune, enfin un ouvrier jaune, donc un citoyen. On coche la case, on gagne le bonus. Là par exemple, je gagnerais immédiatement une ressource que je pourrais dépenser donc pour mon mur, qui me ferait gagner de nouveau un citoyen. Enfin bref, juste pour vous donner une idée. Quand on avance sur ces pistes citoyennes, ça va nous permettre de construire des bâtiments. Ces bâtiments qui se trouvent par ici. Si par exemple je suis au niveau 3 chez les négociants, je vais pouvoir construire un petit quartier en dépensant un citoyen. Et ceux-là, les violets, ce sont les esclaves dans le jeu. Ok, je crois que c'est les artistes. Non. Des esclaves artistes. Ouais, alors on utilise parfois les esclaves pour les transformer en artistes ou parfois en gladiateurs aussi. Ah oui, c'est juste. Alors, très thématique. Faut savoir que c'est écrit dans le jeu qu'ils ont décidé de garder le mot esclave pour les violets parce que thématiquement, à cette époque-là, il y avait vraiment des esclaves qui étaient utilisés pour ces différentes tâches. Ils n'ont donc pas voulu effacer ceci, mais par contre, ils ne valident pas du tout l'utilisation de ils ne valident pas du tout l'esclavagisme globalement. Ouais. Voilà, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo à ce niveau-là, parce que je sais que ça peut être un peu sensible selon quoi. Et donc, ils le précisent dans les règles. Et c'est vrai que je trouve que c'est effectivement bienvenu, parce qu'il y a plein d'autres jeux où il y a eu justement la notion d'esclave, notamment dans Five Tribes, et dans les nouvelles éditions, ils ont enlevé la notion d'esclave, et je sais que ça a fait gueuler parfois certaines personnes le fait d'enlever ça plutôt que de l'assumer, tu vois. Okay. Mais bref, c'est pas le sujet. Non, c'est un autre débat. Et du coup, donc, par exemple, comme je disais, là, on pourra donc construire le petit quartier. Le petit quartier nous permettra de gagner une piété, une ressource, une production de ressources et une ressource immédiatement. On augmente à 4, on va pouvoir faire le marché. Le marché nous permettra d'aller prendre des marchandises. Les marchandises, on va devoir payer des ressources. Et puis les marchandises, plus on en a des différentes, plus on va pouvoir gagner de renommée sur le premier plateau. Donc, vous avez senti le côté comme il a switché à chaque fois entre les deux plateaux, première chose. Ouais. Et toutes les possibilités qu'il y a juste avec un seul endroit. Hein.
C'est juste dingue. Ouais, complètement. C'est Donc, incroyable. on est vraiment purement sur de l'optimisation constamment. On se dit, je dépense cette ressource pour faire cette action parce qu'à ce moment-là, précisément, elle me permettra de déclencher ceci, qui me permettra de déclencher cela. C'est constamment ceci. Tout d'un coup, effectivement, on peut se retrouver dans une situation où on se sent submergé un peu par les informations, surtout les premières parties. Au début, oui, clairement. Il y a beaucoup. Ouais, il y a C'est énormément de choses. Mais en fait, on apprivoise complètement le jeu. Quand on fait plusieurs parties, pour dire j'ai découvert le jeu, j'ai lu les règles, on a fait une partie ensemble, et puis après, le jour d'après, j'ai fait en solo 3 parties d'affilée. Ah ouais, quand même. Ouais. T'étais motivé. Ouais, parce que j'avais envie de tester plein de trucs, et puis voilà. Donc parallèlement à ça, oui, j'ai expliqué aussi ces différentes cartes. Donc on piochera en début de manche 2 cartes. Une carte, on va la placer sous notre plateau, ce qui nous donnera des objectifs. Là, par exemple, grand bâtiment, je vais pouvoir gagner 1, 2, 3 points de victoire potentiellement si je construis des grands bâtiments. L'autre carte, je vais la placer à cet endroit-là et je vais pouvoir immédiatement gagner en fait les ouvriers ou les ressources mentionnées en bas. Donc ce sont des ressources bonus qui viendront s'ajouter aux ressources que tout le monde gagne. Dès qu'on a fini notre manche, donc on a utilisé toutes nos ressources ou qu'on décide de ne plus faire d'action, on va passer à une phase d'attaque de Picte. Selon la manche, on va tirer plus ou moins de cartes Picte. Imaginons, nous sommes manche 3, on tire en mode facile 3 cartes. Ces cartes vont définir les endroits où les Pictes vont attaquer. Là par exemple, ils vont nous attaquer sur la cohorte, je te laisse tenir ça s'il te plaît, sur la cohorte de gauche, sur la cohorte centrale et sur la cohorte de droite, à chaque fois avec une valeur de 1. Du coup, si j'ai coché une case dans chacun de ces endroits, je suis protégé. Si j'avais coché par exemple une case là, mais pas ici, j'aurais pris à ce moment-là des dégâts, entre guillemets, donc j'aurais pris de la disgrâce, qui me donnera des points de victoire négatifs en fin de partie. Pour moi, avec le tirage de cartes au début de manche, c'est la seule partie aléatoire ici, où on ne sait pas trop où on va. Ouais, on quasiment, se dit, où c'est vraiment, on spécule que ça sera ici que ça va venir ou ici. Ouais. Mais on ne sait pas, on ça. n'a aucune idée. C'est vraiment le côté très aléatoire, c'est seulement là. Oui, pour moi. Sinon, il y a vraiment énormément de contrôle sur ce qu'on fait dans le jeu, et c'est d'une satisfaction. Ah oui, encore plus que Projet L, celui-là. Ah ouais, oui. Je trouve. Hein. Ouais. Ah, on est au niveau au-dessus en termes de satisfaction. Dingue, hein. Le fait de cocher les petites cases, les petites cases. Alors il y a des moments un peu relous où typiquement il y a une case blanche. Waouh, on a gagné une case blanche, mais à mon avis elles sont tellement utiles ces cases pour l'équilibrage. Ouais, je pense très très utile. Mais c'est vrai que c'est un peu relou. Mais on sait qu'après on aura un truc trop bien. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool. Exactement. Et parfois justement, on a besoin de certaines ressources typiquement, précisément, et puis du coup, on va augmenter sur telle sur telle piste parce qu'on sait qu'on va gagner cette ressource vraiment besoin. plutôt que de l'utiliser autre part et puis gagner une case blanche. Et du coup, gagner la ressource nous permettra de faire une autre action qui sera plus optimale à ce moment-là précisément. Donc c'est de la folie ce jeu. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai présenté pour le moment, il est passé. Alors, les règles sont indigestes. Ah ouais, je n'ai pas lu les règles. Hein. Non mais rien qu'à l'explication, je ne sais pas si tu te souviens, c'était indigeste. C'était vraiment compliqué. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'informations puisque chaque bâtiment en fait dans la piste citoyenne va avoir des règles un petit peu différentes sur la manière dont on va les utiliser. Ouais. C'est ce qui fait aussi que sur les premières parties, on peut facilement en fait, sans s'en rendre compte, tricher un peu. C'est pas volontaire. C'est pas une triche volontaire. Ouais, et puis on est sur un jeu, comme je disais, qui s'apprend au fur et à mesure, donc on s'autorise un peu des écarts sur les premières parties parce que de toute façon on est tous paumés. Il y a tellement d'informations, tellement de trucs. Ouais, non, ça je pense que c'est un jeu qui va pour moi rester assez longtemps, que je vais jouer assez longtemps, même en solo, parce que j'ai un énorme plaisir à jouer en solo, comme Varuna. J'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer en solo parce qu'on est vraiment sur de l'optimisation, à faire son truc de son côté et puis à se confronter à soi-même en fait, à sa propre réflexion. Ouais, clairement, ouais. C'est un bon challenge intérieur. Ça. Ouais. C'est vrai. Donc, pour ceux qui ne sont pas convaincus du jeu solo, je pense que ce style de jeu pourrait faire pencher la balance. Ouais. Je crois qu'on a tout dit. Hein. Donc, ouais. Nick bien. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On a eu un grand plaisir à la tourner. C'était chouette, effectivement, de revoir un peu aussi tous les jeux qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, qu'on a peut-être zappé aussi avec le temps, des fois. Parce que c'est vrai que, par exemple, Léo Fourneau, tu avais joué qu'une seule fois. Exactement. Puis ça t'a redonné envie d'y rejouer, j'imagine. Oui, clairement, ouais.
Ouais. Et puis, puis les quelques jeux, parce que tu me disais par exemple Galaxy Trucker, Je c'est pas connaissais mal pas. hypé. Là, il m'a bien ça, hypé ouais, celui-là. ça te donne envie d'y Bien jouer. jouer. Donc, Exactement. puis après, Le mur d'Adrien, j'ai envie de rejouer aussi maintenant. Enfin, tu vois. Anno, j'avais peur. Ouais. Ça me donne envie de jouer. Ouais. Varunda, lui, ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer. Mais du coup, ouais, ça fait du bien de revoir tout ça. Et puis, c'était un beau top, je trouve. Ouais. Il y a vraiment de belles choses dedans, ouais, clairement. Mais ouais, j'avoue que c'était assez difficile à faire plus que effectivement les 6 premiers mois. Où, ouais, comme je disais, j'ai des jeux qui émotionnellement m'ont plus marqué les 6 premiers mois. Mais du coup, voilà. Ça, c'est pour ces 6 derniers mois. Donc il y a un total de 20 jeux qui ont été sélectionnés pour l'année 2021. On va faire pareil pour l'année 2022. Peut-être, je sais pas si on va changer un petit peu le format ou autre. Mais on se réjouit de voir tout ce qui va sortir cette année. Et de retester des nouveaux jeux. Ouais, plein de nouveaux jeux. Ouais. Et puis d'aller encore plus loin avec la chaîne aussi et tout. Ouais, exact. Du coup, on vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Oui. Prenez soin de vous, jouez à des jeux. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à liker. À la boutique, bien évidemment. Et à la boutique, ouais. Très bien. À tout bientôt. À bientôt. Salut. Salut.